ficelle, tirant les mots par les hauts. La Tristel est là pour vous. Ficelle, tirant les mots par les hauts. Le mot tel que vous venez de l'écouter. Donc, Auguste Assemblée, mes chers amis, distingués invités, je venais de le dire et je vous remercie. Nous remercions également M. Christelle Lévy. Alors, en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, nous allons cheminer avec la conférence sur l'importance générale du livre par les doctorants en philosophie de l'UCC, M. Yves Mwata. Il nous prendra 15 petites minutes au minimum. Ensuite, les débats, au minimum bien sûr. Ensuite, le débat sera ouvert. Et donc, nous aurons la possibilité de poser différentes questions sur la conférence qui aura lieu. Et nous allons procéder à la présentation des livres des éditions Tristel par M. Blaise, bien sûr. Et ensuite, viendra le vernissage du livre La flamme brillante et les bons catènes par Bonnet Petit Tristel. Et après cela, nous allons pouvoir accorder la parole à Madame Eloge pour le marketing. Et donc, chacun de nous devra aussi se présenter. Et donc, pour enfin partager un verre. On peut applaudir, s'il vous plaît. Donc, sans plus tarder, nous allons accorder la parole à M. Yves Mwata sur la conférence. Il va nous parler de l'importance générale du livre. Pour sa brève présentation, M. Yves Mwata Issel, il est doctorant en philosophie à l'Université catholique du Congo. Et c'est là aujourd'hui après un admirable parcours scientifique. Master agrégé en philosophie depuis 2022 à l'université mentionnée dans l'UCC. Gradué de l'université du Grand Bandundu, c'est aussi sa province d'origine bien sûr. Homme très sociable et très intelligent. Il est ami de la science. Il ne manque pas de partager par des conférences et des articles scientifiques. Il est le nôtre pour aujourd'hui. Donc nous accordons la parole à M. Sous vos applaudissements, bien sûr. Je voudrais une petite rectification. Je suis auditeur en DA et non pas déjà doctorant en philosophie. Auditeur en DA 1 que je viens de terminer. Puis, nous entamerons DA 2 l'année prochaine, Dieu voulant. Je vous remercie, monsieur Kasereka, monsieur Blaise également. Je vous ai reconnu parce que sur la fiche, c'était la même lettre. Et puis, qu'on n'attende pas trop de cette conférence, les grandes théories exposées sur les grandes théories philosophiques. On sortira vraiment trop de ce cadre philosophique pour parler du livre. La telle que posée d'ailleurs par le Tanner Isnach. Alors je l'intitule Valeurs et apports formatifs du livre dans la recherche scientifique. Aujourd'hui, on le sait que l'essor des sciences a suscité des techniques qui bouleversent la civilisation traditionnelle. La technologie s'impose de manière inévitable au point que le monde dans lequel l'homme vit actuellement est un monde qui appartient à la technique. Je me limite là. On va vraiment procéder comme s'il y avait cours. Ce monde dans lequel vit l'homme actuellement est un monde qui appartient à la technique et il est devenu de manière inévitable d'échapper justement à cette technique. Le simple exemple, c'est que nous sommes devant une technique. Et, on peut d'ailleurs suivre une conférence en ligne, ceux qui sont à Butembo, nous pouvons être connectés avec eux à partir de Kinshasa. C'est vraiment un monde technologique et on ne peut pas y échapper. Si vous voulez faire expérience, fermez simplement votre WhatsApp durant 2 heures et puis activez votre connexion après. Vous verrez comment vous avez été déconnecté du monde.
Cet espace est tellement devenu technologique que c'est à ces milieux que s'adaptent culture, méthode, connaissance et toute l'humanité. Ainsi, l'homme par sa raison et grâce à la science est parvenu à l'invention de la technologie. Le but justement de l'invention de cette technologie, c'est de pouvoir améliorer les conditions de vie. Dans le temps, il fallait quitter, je ne sais pas, Butembo pour un autre village pour aller étudier. On faisait pied, mais maintenant, grâce à la technologie, il y a les motos et puis les voitures et même l'avion. Cette technologie-là permet justement d'amoindrir l'effort de l'homme pour permettre un certain épanouissement même au sein d'une société pour la vie humaine. Nous vivons ainsi à l'ère de la science. Dans ces conditions, la diffusion des connaissances scientifiques dans le grand public se sent comme une nécessité. Mais fort malheureusement, l'on constate une certaine passivité des scientifiques vis-à-vis de cette vulgarisation. Essayons donc de mieux comprendre. Je rentre dans le contexte purement congolais. Et puis les intellectuels, vous allez remarquer que tout celui qui a étudié n'est pas nécessairement intellectuel. Alors, mon premier point, c'est la passivité congolaise dans le domaine de la vulgarisation scientifique. Je dis ceci, la vulgarisation scientifique trouve en aire de Congo un climat assez défavorable. Une large fraction de la société congolaise est en effet imprégnée d'une culture à dominance ludique, musicale, tiktokélique, faceboolique. Les philosophes aiment bien créer des mots comme ça, tels que tiktokélique, faceboolique, prenez ça comme ça. Dans les dictionnaires, il n'y en a pas. C'est que, je dis, la grande fraction de la population congolaise, prenons simplement le cas de Kinshasa, s'imprègne plus de la culture ludique, les jeux, la musique. On passe plus son temps sur Facebook, sur TikTok et puis les autres réseaux sociaux. Les attitudes scientifiques, techniques, expérimentales sont minoritaires. Cette orientation ne répond pas aux exigences du monde moderne et est à la source de graves difficultés au sein des institutions congolaises. Si justement nous passons plus de temps sur Internet à écouter la musique, à aller aux journées de la francophonie, c'était devenu un lieu de rendez-vous amoureux. Alors, si nous passons plus de temps à la distraction, sur la télé, c'est pas mal. Être sur Facebook, sur WhatsApp et autres. Il y a donc cette possibilité de ne pas plus s'informer. Et après quoi, il y a difficulté au niveau des institutions. Pourquoi? Parce que face à une telle responsabilité qui nécessite votre expertise, vous ne savez pas bien vous défendre. Pourquoi? Parce que vous avez plus passé des temps sur Facebook, sur WhatsApp, sur TikTok, en lieu et place de vous cultiver. Puis-je ici relever le déplorable comportement des étudiants face aux journées scientifiques? Dans certaines universités congolaises, presque chaque année, un cycle de conférences de culture est organisé. Je prends simplement le cas de l'UCC, ça c'est fréquent. Il y a vraiment des journées scientifiques organisées. Lorsque, après les conférences, il est indiqué sur l'invitation qu'il y aura récréation après, on se rend compte que le public remplit tout l'amphithéâtre. Les étudiants sont vraiment mobilisés pour rentrer dans la salle. C'est pas parce qu'ils voudraient apprendre de ces conférences, mais parce que justement ils voudraient consommer. La société de consommation, ou s'il faut revenir avec le livre du professeur bientôt, la faim sans fin, on se trouve vraiment dans une situation de faim où il faut se remplir le ventre avec Jean-Paul Bayard, la politique du ventre. Par contre, lorsque les professeurs commentent les découvertes de la science et étalent leurs connaissances, ils ne trouvent qu'une assistance
extrêmement clairsemé. On sait vraiment voir quand on n'a pas sur une certaine affiche indiquée qu'il y aura récréation après, une très faible mobilisation de la part des scientifiques. En fait. Cet intérêt insuffisant pour les sciences se laisse voir dans de nombreux autres cadres de la vie en société congolaise. En effet, il est un constant amer de voir que notre pays, régorgeant beaucoup d'intellectuels, évolue à pas de tortue, ou si nous devons être catégoriques, n'évolue pas. Malheureux de constater que les grands hommes qui ont accumulé des connaissances dans les différents domaines, qui sur l'écologie, qui sur la philosophie dans le temps avec vous, qui d'autres sur l'économie, et pourquoi pas sur le droit, conduisent, selon le professeur Faustin Kwakwa, à la dérive notre pays. Une interrogation alors, est-ce toutes ces thèses défendues et saluées avec mention excellence, grande distinction, seraient des plagiats ou simplement de vaines spéculations et que tous ces hommes seraient moins intelligents? Je ne saurais l'affirmer. Mais quel est alors le mobile du sous-développement de notre pays du point de vue éducatif? Si banal que cela peut paraître, nous avons en Afrique, ou mieux en RDC, des hommes instruits et même très bien instruits, mais qui ne sont pas nécessairement des intellectuels. Estime justement le précité professeur Faustin Kwakwa. Il renchérit en estimant que l'homme de la rue, le villageois, face à la situation de crises multiples que vit la société congolaise depuis l'indépendance, est arrivé à se convaincre que ce sont les soi-disant intellectuels qui en sont la cause. En tout cas, dans la société, dans la vie de Kinshasa, vous allez entendre « français, ça, c'est vraiment courant dans la vie de Kinshasa où on entend ce genre d'accusation. Cette accusation doit interpeller. Si l'intellectuel par essence est appelé à réaliser un décollage intellectuel, culturel et politique qui fait progresser la société, comment se fait-il qu'en RDC, il soit accusé parmi ceux qui la détruisent? Dans le même ordre d'idée, Dominique Kahang qualifie ces genres d'hommes des hommes vides. Par homme vide, homme gaspillé, il entend ces citoyens du monde sur lesquels on ne pouvait plus compter pour la vie et la survie de l'humanité. Un type d'homme dont la présence et l'action ne sont pas une chance pour l'homme et qu'il conviendrait de considérer comme une marchandise interdite pour la République. Bon, c'est que Dominique Kahang appelle ici homme vide, homme gaspillé. Jean-Paul Sartre parlait de la nausée. Donc vous n'avez plus d'utilité sociale. Jean-Paul Baya, pour sa part, estime que, et nous sommes bien d'accord avec lui, pour des postes de responsabilité, l'intellectuel africain brade sa science, sa capacité de guider le peuple sur la voie de la lumière. Il est incapable d'afficher son désaccord par des actes de bravoure comme déposer sa démission, dire non à son chef de file, dénoncer les contre-valeurs, je cite, les détournements, la corruption, la mauvaise gestion, le clientélisme, l'irresponsabilité, la trahison et j'en passe. Et il ne voit que son intérêt. Ainsi, est-il arrivé à ne prévaloir que la politique du ventre, qui ne se définit que par la recherche du matériel, argent, voiture, village, jouissance. Par son silence ou son implication, il a une responsabilité dans la crise que connaît le pays. Et cette situation pousse justement le pays ou la société à une société de sommeil. Nous sommes donc dans une société qui en sommeil la raison
en faveur de la promotion des antivaleurs. C'est une situation qui normalise la normale. Et Hannah Arendt parle de la banalité du mal, qui pour elle, la banalité du mal, c'est cette situation où la normale est devenue la règle. On sait entendre à Kinshasa les gens dire ah bah sur un téléphone, mais comment qui a interdit ça? Pourquoi? Parce que ah bah sur un téléphone, pourquoi? Parce que quand tu sors ton téléphone et que tu t'entêtes, tu veux mettre ton téléphone par exemple sur le toit, faire un appel, ben on te le vole. Donc c'est devenu normal qu'on dise que ah bah sur un téléphone, ça c'est la banalité du mal. Nous banalisons, c'est un mal, mais c'est banalisé. Nous le disons tous, et même les intellectuels, nous le disons tous. Ça c'est la banalité du mal selon Hannah Arendt. Alors je viens de parler là de la société ensommeillée. Et là, je pense à Francisco de Goya avec son tableau de Le sommeil de la raison engendre le monstre. Je me souviens quand j'écrivais ce petit paragraphe, je me rappelais du professeur Nela qui nous a justement parlé de ces tableaux de Francisco de Goya. Alors pour bien saisir le sens de ce tableau, il s'avère impérieux de signaler la période pendant laquelle ce tableau a été peint. Nous sommes au XVIIIe siècle et ici la raison c'est les lumières et les monstres c'est l'obscurantisme, l'arbitraire, la tyrannie et la croyance. L'imagination sans la raison produit des monstres impossibles, comme pour dire l'oisiveté scientifique bien sûr est la porte de tout le monde. Si la raison s'endort, alors la lumière s'éteint et dans les ténèbres, le monstre se glisse et un cortège volant et rampart. C'est que quoi? Dans ce contexte, si un scientifique ne sait plus lire, si un scientifique ne sait plus reconnaître la grande valeur du livre, alors il y a sa raison qui s'endort et puis justement laisse la place à tout ce que nous savons, à tout ce que nous rencontrons déjà dans la société congolaise. On va se lancer dans la boisson, dans les jouissances inutiles. Dès que la raison cède au sommeil, c'est-à-dire à l'inactivité scientifique, c'est la débandade. Tout change de pôle et d'épaule. En effet, l'homme est un être de raison et c'est elle qui le sort de l'état de la nature pour lui donner une place à part dans l'univers. De ce fait, endormir la raison, c'est retourner à l'humanité primitive. Le monstre est un être qui a oublié son humaine condition et a opté pour la facilité, a choisi de vivre sans chercher à atteindre la raison supérieure et est resté au niveau primaire de l'évolution. Ainsi, il nous faut donc unir l'imagination de la raison, car les deux ensemble produisent des merveilles. Bien qu'en philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses, mais j'ai voulu quand même apporter une petite réponse pour justement échapper au piège du sommeil de la raison dans la société congolaise. Et j'estime qu'il importe de vulgariser la science au sein des structures académiques. Je voudrais par ici donc relever l'importance de la vulgarisation scientifique. Si la culture est un mode de la formation qui permet à l'homme de se situer dans le monde afin de guider sa vie, il est évident que la connaissance de la pensée scientifique et de ses conséquences sociales est indispensable à l'homme cultivé. Les découvertes scientifiques ont profondément modifié l'idée que nous nous faisons de l'homme et de sa place dans l'univers. Si par exemple l'humanité se perçoit désormais en mouvement, c'est en fonction non seulement de l'essor des techniques, mais aussi d'une évolution de la pensée philosophique en rapport avec les grandes découvertes ou inventions. La vulgarisation scientifique apportera non seulement des connaissances, mais aussi contribuera à créer dans le public des attitudes nouvelles, un sens critique
plus aigu, une objectivité plus grande, un sens expérimental, de vue prévisionnelle. Il y a là l'importance de la vulgarisation de la science. C'est que quand la science est vulgarisée, il y a un sens plus critique qui est développé, aussi une objectivité plus grande, un sens expérimental, de vue prévisionnelle. Un peu plus en bas, nous allons relever le fait que la science demeure relative. Elle n'est pas définitive. L'esprit scientifique s'est affirmé d'abord dans le domaine de l'étude de la vie et de la matière. Puis, les méthodes de pensée scientifique se sont appliquées à l'étude de la société humaine, dégonflant des mythes. Il est bon de prendre conscience de cette unité de l'esprit scientifique. Comment comprendre le monde actuel si nous ne suivons pas l'évolution de la recherche scientifique qui est à la source du développement technique qui bouleverse l'humanité ou l'univers? Comment comprendre le monde actuel si nous ne suivons pas l'évolution de la recherche scientifique qui est à la source du développement technique qui bouleverse l'univers? Donc il y a donc l'importance de la vulgarisation de la science. L'énergie atomique, le perfectionnement des fusées, l'évolution des techniques médicales entraînent et entraîneront un bouleversement de nos conditions d'existence. Il suffisait hier de connaître la géographie pour comprendre les événements. Aujourd'hui, la connaissance des résultats de l'astronomie est devenue nécessaire. En quelques années, cette discipline a cessé d'être uniquement l'affaire des spécialistes. Elle est devenue un élément indispensable à toute culture. La diffusion de connaissances scientifiques permettra au grand public de mieux comprendre le monde actuel. Les hommes seront ainsi mieux en mesure d'exercer leurs responsabilités. Les sociétés modernes tendent à encourager la vulgarisation scientifique. En effet, elles se donnent pour but une amélioration des conditions de vie par le progrès technique, c'est-à-dire en dernier ressort par le progrès scientifique. Il y a donc un besoin de recruter un nombre croissant de techniciens, d'ingénieurs, de savants. Pour que les intelligences s'orientent vers ces préoccupations, il est nécessaire qu'un climat favorable à la science soit créé. La science doit apparaître non seulement comme une activité accessible, mais aussi comme une activité hautement utile et profitable. Pour le cas de l'Afrique, la modernisation des États africains suppose la diffusion d'une attitude scientifique en opposition avec les vieilles croyances magiques. Il faut bien expliquer aux parents en Afrique que ce n'est pas de la magie, qu'à travers WhatsApp, on peut se voir quelqu'un qui est en Europe et puis quelqu'un qui est en Afrique, à travers un appel vidéo, on peut se voir. Ça, c'est de la technologie. Il faut vraiment aller au-delà de ces considérations que j'appelle les vieilles croyances magiques. L'information scientifique peut contribuer également très directement à l'amélioration du sort de l'homme. Par exemple, en diffusant certaines connaissances d'hygiène, on pourra faire reculer des maladies. De même, l'information sur les techniques modernes aidera l'homme moyen à améliorer son existence quotidienne. L'importance de la vulgarisation de la science oblige de relever le caractère relatif de la vérité scientifique. Pourquoi il faut donc relever le caractère relatif de la vérité scientifique? Pourquoi? Parce que la science se met toujours en mouvement. Les vérités les connaissances scientifiques qui, il y a 10 ans, se concevaient comme vérité définitive, aujourd'hui, après 10 ans, ne sont plus les mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a évolution de la science.
Si dans le temps, on croyait, on estimait que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil, actuellement on ne peut plus le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'évolution de la science, et puis il y a un certain Galilée, je crois, qui vient dire que non, ce n'est pas la Terre qui tourne autour du Soleil, mais c'est le contraire. Les vérités donc scientifiques sont relatives. D'où l'importance pour un scientifique de toujours s'actualiser. Et là, je me suis servi de la phrase de saint Thomas d'Aquin. En latin, il dit « Timeo hominem unius libri ». Je crains l'homme d'un seul livre. Pourquoi? Parce que, justement, cet homme d'un seul livre, qui n'a lu qu'un seul livre, positivement, il maîtrise bien son livre. Il est imbattable. Négativement, il ne connaît rien d'autre. Il est borné. Cet homme, justement, reste dans l'ancienne conception de la science qui est définitive. C'est qu'il y a une vérité qui a été révélée en 2017. Lui n'a lu que ses livres de 2017. Il reste donc borné à ces livres-là de 2017. Pourtant, en 2018, il y a M. Blaise qui vient publier dans le même domaine et qui fait une évolution. Cet homme est borné à une seule vérité scientifique et donc il est craint selon saint Thomas d'Aquin. La science a pour objectif la recherche et l'acquisition systématique de connaissances sur les objets et le monde qui l'entourent, l'organisation et la synthèse de ces connaissances par le moyen de principes généraux et la diffusion des résultats de ces démarches. Elle est par nature soumise en permanence à la remise en cause. La science ne produit pas de vérité absolue, mais de vérité relative, aussi exacte qu'il est possible à un moment donné pour un objet donné. Dès lors, la finalité d'une recherche scientifique est avant tout une contribution à l'avancement de la science. Donc si la finalité d'une recherche scientifique, c'est d'avancer la science, nous craignons donc l'homme d'un seul livre. Pourquoi? Parce qu'il demeure borné à sa seule connaissance de 2017, au seul livre qu'il a lu en 2017. Or, la finalité d'une recherche scientifique, c'est de faire évoluer la science. Les recherches doctorales, c'est que, je crois que nous avons suivi le cours du professeur Imonja. Quand vous devez mener une recherche doctorale, vous devez au préalable connaître ce que vos prédécesseurs ont dit sur votre domaine, justement pour ne plus revenir sur ce qu'ils ont déjà relevé comme écueil, sur ce qu'ils ont déjà relevé comme limites et autres. Le fait qu'il n'y ait pas de théorie définitive est la raison d'être, je l'appelle le fond de commerce de la littérature scientifique. Les scientifiques utilisent plusieurs canaux pour partager leurs informations avec leurs pairs ou avec un public averti. Les publications scientifiques sont soumises à l'épreuve de la validation scientifique avec le comité de lecture et à la stricte observance de la méthode scientifique en sciences et sciences appliquées. Avant de venir me tenir ici, j'ai dû envoyer mon texte bien avant, juste pour que ça soit validé. Le vecteur privilégié de communication de résultats d'une recherche est l'article scientifique dans une revue internationale avec comité de lecture, le compte rendu de congrès avec comité scientifique, l'ouvrage collectif coordonné par un ou plusieurs éditeurs scientifiques, la thèse, le rapport de recherche ou la monographie sont autant d'autres canaux de cette littérature scientifique qu'il faut également envisager. Mais finalement, quelle est la valeur et le rôle éducatif des livres? Je crois que ça doit être le point le plus essentiel pour une telle journée. La recherche scientifique à travers le livre déracine de l'ignorance et fait sortir de la stagnation intellectuelle. Il faut lire justement pour sortir de la stagnation intellectuelle. C'est lui qui est resté borné sur un seul livre et là, il s'est stagné, les autres stagnants, non, il a plu. Si la terre, le sol n'est pas un sol perméable, l'eau demeure là. Vous
vous êtes là, c'est la stagnation intellectuelle. Et donc, il faut de la recherche scientifique à travers les livres. La science s'est faite à travers les livres. Vous ne pouvez pas venir vous tenir devant les gens et puis dire des bêtises au nom de quoi. C'est à travers les livres qu'il faut recourir. Et quelqu'un me faisait rire, je lui dis, je veux animer une conférence sur la valeur du livre. Il me dit, oui, il faut aller chercher la valeur du livre dans les livres. Ouais. Comme le musée sert de casier d'archives aux artistes, le livre s'inscrit comme livreur de la science pour les scientifiques. Le livre se présente ainsi pour le scientifique comme l'opportunité d'ouverture à autrui, aux choses et au monde. Il est la première source de référence pour un scientifique digne de ce nom. Le livre demeure incontestablement le grand et réel pactole pour le corps scientifique. S'il est vrai qu'il est le souffle du scientifique, alors il s'établit inéluctablement comme le substrat sur lequel doit se fonder toute connaissance et toute recherche scientifique. Si dans l'exercice physique, la résistance est un moyen de rendre le corps plus fort, il en va de même pour la lecture pour l'esprit. Un esprit qui ne s'alimente pas par la lecture s'affaiblit et meurt. En fait, le scientifique ne peut développer ses aptitudes et capacités intellectuelles qu'à travers une courante et régulière lecture. Car en effet, telle que posée, la problématique de la valeur du livre ne s'écarte guère de la nécessité de la lecture pour un scientifique. Si la lecture occupe et doit occuper une place prépondérante dans le quotidien d'un chercheur, alors le livre est cette âme qui anime et vivifie l'être du scientifique. De ce fait, la fréquentation permanente et régulière du livre demeure un majeur moyen pour les scientifiques d'apprendre, d'approfondir et de réguler ses connaissances. Ainsi, si lire, c'est voyager à moindre coût, le livre est ce visa qui permet de franchir toute frontière. La lecture dépasse largement le seul cadre de la recherche. C'est aussi un outil pour s'informer, se former et maintenir à jour ses connaissances à travers des contenus valables et validés. La lecture nourrit l'esprit et contribue à la construction d'une connaissance solide et est ainsi d'une importance capitale pour l'émergence de la recherche scientifique. Il n'y a pas de vraie recherche scientifique qui ne passe par l'ouverture de la pensée, c'est-à-dire par l'acquisition d'une certaine connaissance qui soit levier, source, fondement pour construire la science. En effet, une recherche scientifique sans lecture est un modèle sans avenir. Comme pour dire, la tâche de la lecture est de travailler à la valorisation de la pensée, de l'intelligence ou d'une philosophie engagée, pragmatique, consciente, réfléchie, qui aboutisse, je reviens sur l'objectif d'une recherche scientifique, justement cette lecture qui doit aboutir à l'avancement de la science. La lecture permet aux scientifiques d'acquérir une pensée critique. Celle-ci consiste de penser de manière critique par un processus qui souligne une attitude de jugement équilibrée et inclut certaines caractéristiques comme avoir un mode de pensée non tendancieux, c'est-à-dire avoir un mode correct de pensée, capable d'autocontrôle, qui respecte l'évidence contraire, ouvert aux positions contraires, à la discussion, flexible, capable de reconnaître ses propres limites. Deuxièmement, avoir un mode de pensée total, c'est-à-dire qui ne s'arrête pas à un nombre limité de possibilités face à un problème créatif et qui sait diagnostiquer. Troisièmement et enfin, avoir un mode riche de pensée, c'est-à-dire suffisamment autocritique, ouvert aux possibilités multiples. Et à la fin, je m'amusais sur Internet, je découvre 7 raisons scientifiques de lire un livre. Premièrement, on dit que lire le livre, ça fait vivre plus vieux.
de processus d'apprentissage chez les adultes. Donc, c'est que l'apprentissage est continuel. L'apprentissage ne s'arrête pas juste au niveau du jeune âge. Et lire, justement, fait vivre plus vieux. Deuxièmement, lire fait garder le cerveau en santé. Un esprit qui ne lit pas est un cerveau quachorcoré et sa vie meurt plus vite. Lire réduit les stress. Vous faites un long voyage, je ne sais pas d'où jusqu'au bout. Vous avez votre petit livre, vous vous détendez énormément. Lire améliore nos relations avec les autres. Cinquièmement, lire, c'est s'associer à un meilleur statut socio-économique. Quand on lit beaucoup, alors on acquiert de la connaissance et puis ça permet de savoir comment se mobiliser dans une telle ou telle autre situation. Lire augmente la créativité. C'est que si monsieur a écrit son livre, voilà comment il s'écrit, quelles sont les méthodes et stratégies fournies là-bas. À partir de lui, je peux créer quelque chose. Pourquoi? Parce que j'ai lu. Lire rend heureux. Je conclue juste par deux phrases. Je dis, la lecture représente pour le scientifique, c'est que le sang pour le corps. Si vous n'avez plus de sang dans votre corps, vous mourrez. C'est de même pour un scientifique qui ne lit plus. Un scientifique qui... Vous entrez dans la maison d'un scientifique et vous ne trouvez pas de livre sur la table éparpillé, et pas de livre propre comme ça. Les livres d'un scientifique doivent être soulignés. Bon, peut-être vous avez mangé un peu de sauce, ça touche là-bas. Le livre d'un scientifique doit être sale. Il ne s'agit pas d'une saleté ou de microbes, non. Donc, le livre représente, la lecture représente pour le scientifique ce qu'est le sang pour le corps. Quand vous n'avez plus de sang, vous mourrez. En effet, le livre demeure indispensable à la recherche scientifique et contribue à son évolution, à l'avancement de la science. Ainsi dit, je vous remercie. Merci bien, monsieur Yves. Voilà pour votre brillante intervention. La lecture représente pour les scientifiques ce que le sang pour les corps. Nous vous remercions. Et donc, le débat est déjà ouvert. Si vous avez quelques questions sur la conférence, sur son intervention, vous pouvez prendre la parole. Il y a des questions, s'il vous plaît. Tirant les mondes par les hauts. La Christelle est là pour vous. Tirant les mondes